Professeur au Conservatoire national des arts et métiers aux universités de Shanghai et de New York, Alain Bauer est professeur avec nous pour parler de la conquête de l'Ouest, la vérité sur l'émigration chez Fayard. C'est un nouveau livre événement après Au commencement était la guerre et Tu ne tueras point, qui ont été de grands succès, Alain Bauer. Le débat fait rage en France après les propos du Premier ministre François Bayrou sur la question d'une submersion migratoire. Sentiment de submersion. Sentiment. Il l'a reprécisé 3 fois parce qu'à force de ne jamais écouter ce que les gens disent et de se focaliser sur ce qu'on veut entendre, c'était compliqué. Mais oui, ça a créé une émotion et ça crée toujours une émotion considérable. Le Parlement était très agité aujourd'hui. Sur les rangs de la gauche en particulier, du Parti socialiste. Pas seulement. C'est quelque chose qui est considéré comme peut-être quelque chose qui va empêcher le dialogue ou bloquer le dialogue. Oui, on verra. Vous savez, une négociation budgétaire, c'est une négociation budgétaire. Jusqu'au moment du vote du 49.3 éventuel et de la censure, bien des choses peuvent se produire, bien d'autres événements peuvent arriver. Oui, alors comme vous publiez La conquête de l'Ouest, la vérité sur l'immigration chez Fayard, c'est important de dire, est-ce qu'il y a seulement un sentiment de submersion ? D'abord, on pourrait parler de Mayotte, ce qui était le cas de ce que disait le Premier ministre, et puis plus globalement, est-ce qu'on pourrait le reporter à la France hexagonale ? D'abord, la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un Français ? Par exemple, vous êtes Français, je suis Français, et tous les deux, nous portons le nom de nos envahisseurs. Mais nous apprenons que nos ancêtres étaient les Gaulois. Une curiosité parce qu'à un moment de notre histoire, dans ce pays où l'État a créé la nation à partir de tribus, de morceaux, qui n'avaient aucun sens ni aucune relation entre elles, il n'y a rien qui ressemble moins à un Celte qu'un Basque, qu'un Corse ou qu'un Alsacien. Nous avons été envahis par les Francs qui étaient issus de peuples scandinavo-germains. Nous avons ensuite été envahis par les Normands, nous avons été envahis par les Romains. Eux-mêmes ont importé sur notre territoire des populations qui venaient de leur empire, y compris des Arabo-Berbères. Les Arabo-Berbères nous sont remontés jusqu'à Poitiers, mais sont restés à Narbonne pendant des dizaines d'années. L'histoire de ce pays est un carrefour de migration, mais il y avait, grâce à Philippe II Auguste, un État central qui a décidé de créer un royaume, et le roi des Francs est devenu le roi de France. Oui. Et ceci a tout changé. Et au nom d'une logique qui existe toujours dans le Code civil, l'assimilation, nous avons réussi à faire à ce que tous les résidents sur le territoire se trouvent une identité commune. Je rappelle d'ailleurs que la nationalité française ne date que de la Révolution française. Avant, on était sujet du roi, d'où qu'on vienne, qui qu'on soit, mais à condition d'être présent sur le territoire où le pouvoir royal s'imposait. Mais après cette période, il se trouve que nous avons considéré, à juste titre, que l'assimilation, c'était trop, parce que ça coupait les résidents de leurs racines historiques. Je me rappelle avoir accompagné Michel Rocard à la Cour de sûreté de l'État pour défendre l'usage du breton, avant qu'il soit ministre d'État, puis Premier ministre. Car il considérait que parler breton n'était pas antinomique avec la nationalité française, de la même manière que par les Alsaciens, par les Basques, par les Languedoc ou par les Corses. Et fort heureusement d'ailleurs. Mais la France est un pays qui n'aime pas la progression normale, qui n'aime pas être au milieu, comme dirait François Bayrou. Et donc nous sommes passés de l'assimilation absolue à rien. À cette idée d'un vivre ensemble qui ne veut rien dire, on ne sait pas si on est ensemble côte à côte, face à face l'un sur les autres, mais qu'est-ce qui fait l'unité nationale ? Qu'est-ce qui fait le cadre, la racine, le squelette, la colonne vertébrale d'une identité qui fait de nous des citoyens français ? C'était à minima l'intégration. Or ce mot a été balayé en même temps que l'assimilation. Parce qu'au fond, peut-être que ça ne marche plus. Non, parce que l'État a voulu arrêter que ça marche. Oui. L'État a décidé que c'était mal. Mais Alain Bauer, si on revient à ce que dit le Premier ministre François Bayrou, il parle de sentiment de submersion de certains Français qui, à un moment donné, ne se sentent plus, ne reconnaissent plus l'endroit où ils vivent. Je pense que ceux qui sont choqués par ce qu'il a dit devraient sortir plus souvent au café du coin, dans le métro ou ailleurs. Écoutez les gens. On entend des députés dire non, c'est pas vrai, il n'y a pas cette réalité. Je propose qu'ils en parlent à leurs électeurs plus souvent, qu'ils les rencontrent, qu'ils discutent avec eux, qu'ils aillent au marché, au café, qu'ils sortent de l'Assemblée nationale. Car ce sentiment-là, il est largement répandu. Je ne dis pas qu'il est justifié, je viens d'expliquer plutôt l'inverse. J'explique que les mouvements de migration sont l'histoire et la tradition du pays. On lira dans le livre, par exemple, page 275, l'ode, l'hymne à l'intégration de la communauté musulmane dans une grande Algérie française prononcée par un certain Jean-Marie Le Pen.
Donc la réalité est que nous avons évolué sur cette question, pas parce qu'il y a plus de migrations ou qu'elles sont plus différentes qu'avant, ça n'est pas tout à fait exact. Heureusement que l'empire colonial était fait pour aider le général de Gaulle à gagner la libération nationale. Non, parce que l'État a arrêté et d'assimiler, c'était une idée qui se discutait, mais d'intégrer aussi. L'État est devenu un spectateur extérieur qui regarde les gens se communautariser gentiment au nom d'une idée qui est que l'intégration va se faire toute seule. C'est une notion du libéralisme économique qui avait amené, vous avez cité mes deux précédents livres, à ne plus s'occuper de souveraineté nationale, à ne plus s'occuper de souveraineté sanitaire, à ne plus s'occuper de souveraineté industrielle, à ne plus s'occuper de souveraineté militaire. Eh ben, nous avons abandonné l'idée même de souveraineté. Point. Oui, mais peut-être, ce que dit encore une fois François Bayrou, c'est une question de proportion. Il a employé ces mots. Oui, ça, c'est le moment où je ne suis pas tout à fait en phase avec lui, parce que je ne sais pas exactement quelle est la proportion d'un vrai Français par rapport à un pas vrai Français, vous voyez. Proportion le Français 100% n'existant pas. Vous parlez vous-même de ghetto, de communautarisation. Ah oui, communautarisation. Donc là, on arrive effectivement dans certaines zones à ce que des gens disent... On ne reconnaît plus puisque notre l'endroit où on mouvement vit. naturel d'organisation territoriale, c'est relégation et sécession. Nous avons poussé des gens à ne vivre que dans des espaces territoriaux spécifiques. Toute l'organisation française des 3/4 nord-est du pays est marquée par une logique territoriale visant à pousser au nord et à l'est les populations dérangeantes et les industries polluantes, le lazaret, le ghetto et la tannerie, et au sud et à l'ouest, les endroits sympas pour bourgeois éclairés et petits nobles. C'est un choix, le vent dominant faisant la différence. C'est un choix des élites. C'est un choix des élites. C'est un choix du pouvoir royal. Oui. C'est de là où naît la banlieue, la lieu du banc. Toute notre histoire géographique, le baron Haussmann, quand il écrit à Napoléon III, il explique qu'il va expulser les populations dirigeantes du centre de Paris pour pouvoir y mettre 8 canons en batterie afin de gérer les mouvements insurrectionnels de la populace. C'est le seul pays, la France, où on a une logique urbaine qui est une logique de sécurité publique pour la défense des institutions. Donc on repousse ces populations, on les concentre, on crée des ghettos urbains et on s'étonne ensuite que le ghetto urbain devienne une nouvelle cité indépendante qui fonctionnerait non pas à côté, mais contre le cœur principal de la cité reconquis par les classes moyennes. Mais Alain Bauer parlait de Mayotte, qui est l'exemple qui est cité aussi par le Premier ministre François Bayrou. Et on entendait le maire de Mamoudzou, la capitale de Mayotte, disant effectivement bravo Monsieur le Premier ministre d'avoir eu le courage de dire qu'à Mayotte, il y a cette submersion. C'est un habitant sur deux qui est étranger à Mayotte. Ce qu'il dit est absolument vrai. Ce qui indique bien qu'il y a des lieux qui méritent une attention toute particulière. Donc fin du droit du sol à Mayotte, ça pourrait s'entendre. Mais d'abord, le droit du sol et le droit du sang ont toujours été extraordinairement compliqués à traiter depuis Napoléon jusqu'à nos jours, avec des conditions complexes. Quand la Révolution française crée la citoyenneté, elle ne demande pas la nationalité. Quand Napoléon arrive, c'est moitié droit du sol, moitié droit du sang. Et nous avons chaque fois évolué entre les deux en fonction des circonstances. Quand nous avons perdu 3 millions d'habitants, de citoyens, de jeunes hommes durant la Première Guerre mondiale, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons chercher partout des familles entières payées qui regroupent des villages entiers pour reconstituer une force de travail et par ailleurs une force militaire. C'est d'ailleurs pour ça que ce livre est à la fois sur l'immigration et sur la démographie. Car si on coupe les deux, on ne comprend rien au sujet. Le problème aujourd'hui, il est à la fois migratoire, comment on fait pour gérer une partie importante de population issue de notre ancien empire colonial, et particulièrement la question algérienne, mais elle n'est pas la seule, et comment on fait pour gérer par ailleurs, dès que vous annoncez qu'il faut restreindre l'immigration, l'ensemble du patronat hurle à la mort en disant « Oh là là, pas toute l'immigration, on a besoin de bras, on a besoin de gens pour payer la sécurité sociale, on a besoin de gens pour payer les retraites. » C'est l'immigration choisie, ça. Ça, c'est l'immigration de travail. Par qui? Ben oui. Mais qui est minoritaire. Et comment on fait pour les faire venir sans leur famille? C'est toute la question. La question est la même depuis 1920, pas 1974. Le regroupement familial, ça marche encore, le regroupement familial aujourd'hui? Ça marche toujours. On regroupe massivement des gens parce qu'on considère que le fait d'avoir des immigrés à durée déterminée ne fonctionne plus. Ne fonctionne plus d'abord parce qu'on n'a pas compris ce qu'était la crise économique et la réorganisation économique. On n'a pas compris ce qu'Elon Musk dit en disant à Donald Trump « Oui, d'accord, virez tous les immigrés. » Non, pas tous. Parce que nous, on veut garder ceux de la tech.
Vous pouvez virer les autres. Et donc ce sujet-là devient immédiatement plus compliqué. Par quoi on a commencé? Madame Saunier Séité, elle a commencé par virer les étudiants étrangers, ce qui était l'immigration choisie d'aujourd'hui. Parce qu'on fait tout toujours à l'envers. On n'apprend jamais rien de nos erreurs. Nous sommes à la fois amnésiques et répétitifs. Oui, mais par exemple, vous citez l'Algérie. Les accords plus favorables à l'Algérie pour les mouvements de population. Bien sûr. Qui sont mais vous savez pourquoi ils avaient sur la sellette aujourd'hui. Vous savez pourquoi ils ont été signés. On entend le ministre de l'Intérieur dire qu'il faut les remettre en question. Il a parfaitement raison. Avec mais notamment l'affaire de Boualem Sansal, qui est enfermé en ce moment en Boualem Algérie. Boualem Sansal, c'est une affaire qui vise à ce qu'un de nos ressortissants soit libéré. L'affaire qui a commencé ça, c'est quand nous avons expulsé un ressortissant algérien, vindicatif et dangereux, que les Algériens ont refusé de recevoir chez eux, alors même qu'il n'y avait aucun doute sur son identité. La question qui est posée, c'est qu'en 1968, comme l'explique très bien l'ambassadeur Driancourt, nous avons signé une convention plus favorable vis-à-vis des Algériens que les autres. Pourquoi? Parce que l'Algérie était un département français. Même erreur que nous avons commis à Mayotte, en transformant ce territoire en département, sans prendre en considération ce qu'allait se passer dans les 3 autres îles des Comores, qui, elles, avaient choisi l'indépendance, ce qui était leur choix, mais en acceptant qu'un morceau des Comores reste français, alors que les 3 autres morceaux, majoritairement, avaient choisi de devenir indépendants. Nous avons créé les conditions de ce drame, complété par la transformation en département français de Mayotte sous l'égide du Premier ministre Jospin. Nous créons les conditions des propres problèmes que nous essayons de traiter. Les mêmes qui nous expliquaient la décolonisation. L'Algérie, ça commence à faire quelques dizaines d'années. Et alors, maintenant, l'accord de 62 était encore plus favorable que l'accord de 68. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Parce qu'on pensait que les pieds noirs allaient rester en Algérie et qu'il fallait faciliter leur transit vers la France, que les Algériens étaient tous des nationaux. Pas seulement une partie de ceux qui étaient passés sous le décret Crémieux. Il faut se rappeler que chaque fois, nous avons créé les conditions d'une déflagration, que nous avons allumé la mèche, que la mèche a brûlé, que le truc nous a explosé à la figure et que nous nous sommes étonnés que ça ait explosé. Mais alors, on entend le ministre de l'Intérieur, Retailleau notamment, dire il faut supprimer l'AME, il faut remettre en question un certain nombre de prestations sociales, de droits sociaux, les délais pour les obtenir, un certain nombre de choses. Est-ce que ça peut inciter, ça peut supprimer du moins l'incitation à venir? Diplomatique avec un autre pays nécessite la réciprocité. Notre relation avec l'Algérie est à sens unique au nom d'un pseudo-remords colonial que nous traînons derrière nous vis-à-vis de l'Algérie en tant qu'État, vis-à-vis des Algériens en tant que citoyens, vis-à-vis des binationaux présents sur notre territoire et vis-à-vis des descendants de l'immigration algérienne devenus français, dont on considère que nous aurions encore à nous réexcuser d'une histoire longue et douloureuse où nous ne sommes peut-être pas extraordinairement bien comportés, mais dont il va falloir sortir. La relation avec l'Algérie doit devenir une relation entre adultes et pas simplement entre pauvres pénitents qui continuent à nous excuser d'un comportement. Ça, c'est un message au gouvernement algérien que vous lancez? Aux deux, le gouvernement français participe, jusqu'à Bruno Retailleau et un peu Manuel Valls antérieurement, qui a une seule fois dit « Bon, on va arrêter de s'excuser, le moment est venu d'avoir une relation adulte, entre adultes. » Personne. L'affaire coloniale est une affaire coloniale, tragique et douloureuse. Elle a commencé sous Louis-Philippe pour des raisons honteuses pour la France. On peut assumer pendant des années, mais à un moment ou à un autre, l'histoire ne s'écrit pas uniquement rétrospectivement. Mais Alain Boer, il y a, j'y reviens, ce sentiment de submersion dont parlait le Premier ministre. Mais face à ça, il s'exprime dans la population. On a une montée des populismes, on a une montée de l'extrême droite. Parce qu'on ne répond jamais à la question qui est posée par les citoyens. Donc c'est au fond, voilà, les élites qui ne répondent pas finalement à ces questions. Les élites, quel que soit le problème qui est posé, fonctionnent selon un triptyque impressionnant, et sur la sécurité, et sur la défense, et sur l'immigration, négation, minoration, éjection. En français courant, c'est pas vrai. Pas de référendum. Vous inventez. Ça, le référendum, l'horreur. Pourquoi parce que le peuple pourrait donner une réponse qui n'est pas celle qui est attendue. Et depuis Maastricht, et depuis le général de Gaulle en 69, les élites politiques sont terrorisées par l'idée de donner la parole au peuple. Et quand, par malheur, ils donnent une réponse inattendue, le général de Gaulle, lui, décide d'entendre la voix du peuple et se retire. Après Maastricht, on trouve un moyen de refaire Maastricht en contournant le vote populaire. Et donc c'est une partie du problème. Il y a une crise de la confiance démocratique parce que quand on donne la parole au peuple, on ne l'écoute plus.
Et cette crise-là, elle est au cœur de toutes les problématiques. Mais là, comme je le disais, la problématique négation, c'est pas vrai, minoration, c'est pas aussi grave, éjection, c'est pas mon problème, ou faut s'adresser à Bruxelles ou ailleurs, sont des éléments qui sont inaudibles et incompréhensibles par un citoyen normal qui demande une réponse. Et la réponse, elle peut être compliquée et complexe parce qu'il faut faire confiance à la capacité des gens à écouter et entendre ce qu'on leur dit. Pour l'instant, on les méprise en considérant qu'ils ne peuvent pas comprendre. Mais on a encore cette phrase du ministre de l'Intérieur s'opposant à son ministre de l'Économie, lui disant la France a toujours été une terre d'immigration, et le ministre de l'Intérieur Retailleau disant non, aujourd'hui, l'immigration n'est plus une chance pour la France. Est-ce qu'au fond, on peut répondre à ces questions ou est-ce je suis persuadé que si les deux se réunissaient avec les représentants du MEDEF et les représentants de la sécurité sociale et du régime de retraite, M. Retailleau, qui est extrêmement intelligent et beaucoup plus subtil que l'idée que parfois on veut donner de lui, est parfaitement capable de savoir ce que c'est qu'une immigration choisie, une immigration d'intérêt, une immigration de sauvetage, de la fécondité, de la natalité et de l'ensemble des régimes sociaux qui fonctionnent dans ce pays. Parce que nous n'allons pas finir comme un petit peuple consanguin qui va disparaître par absence de... Nous venons d'atteindre le plus bas du taux de fécondité nationale, à la fois pour ceux qui français nés de Français, mais aussi pour ceux qui sont français nés de au moins un parent étranger, car tous les taux de fécondité s'effondrent en Europe et en Occident, et que la France, qui était le bon élève de la classe, est en train de rejoindre le clan des mauvais élèves. Cette question ne peut pas être déconnectée de la question migratoire. C'est ce que j'essaye d'expliquer longuement en disant on ne peut pas parler d'un côté de la fécondité et de la démographie et de l'autre de l'immigration. On doit mettre tout sur la table. Et en mettant tout sur la table, on est capable probablement de trouver un accord intelligent pour réguler les flux, faire de l'immigration choisie, mais surtout refaire de l'intégration qui est le travail essentiel de l'État, parce que c'est l'État qui a créé la nation, c'est son rôle. C'est un acteur et pas un spectateur. Mais vous avez Giorgia Meloni en Italie, vous avez Donald Trump aux États-Unis. Voilà, Donald Trump, vous en parlez dans ce livre, Alain Boer. Et là, on a vu avec la Colombie, on a vu, cette politique-là. On verra combien des 13 millions d'immigrés illégaux qui correspondent à 5% du PIB américain permettent l'essor démographique des États-Unis, qui a le même problème avec ses résidents que nous, c'est-à-dire un taux de fécondité totalement inexistant et une évolution démographique qui ne fonctionne qu'avec les immigrés ou les descendants d'immigrés de première génération. On va voir ce qu'il en dit. Elon Musk, les patrons de la tech et les autres, le business américain a immédiatement expliqué qu'on n'allait pas expulser tout le monde. Les méchants, les délinquants, les criminels, aucun problème. Tout ça va représenter entre 100 et 150 000 personnes. Oui. Je vous fais le pari que l'année prochaine, à la même époque, il y aura toujours 13 millions d'immigrés illégaux aux États-Unis. Oui, mais il y a cette nécessité économique. Et puis, il y a les ghettos, vous en avez parlé. Ah ben bien sûr. Et puis, il y a la banlieue, et puis il y a tous les problèmes que les Français dénoncent aujourd'hui. Mais ils ont raison. Une certaine partie, une certaine proportion. Donc, ils ont raison de dénoncer l'insécurité et la ghettoisation. Mais l'insécurité et la ghettoisation ne sont pas des phénomènes subis. Ce sont des phénomènes que nous avons organisés et voulus nous-mêmes, avec un État aveugle, incapable, incompétent, inconséquent, arrogant et menteur. Oui. Donc, ça veut dire incapable de gérer cette question de l'immigration. Non, il aurait été capable de la gérer. Il a juste décidé qu'il n'allait pas la gérer parce que dans les années 70, l'idée de la suppression totale des frontières, de l'ouverture à toutes les migrations au nom du développement économique, des échanges, des bisounours heureux qui allaient gambader dans la luzerne après 89, la chute du mur de Berlin, parce qu'il n'y aurait plus jamais de guerre, parce qu'il n'y aurait plus besoin d'usines, parce qu'il n'y aurait plus besoin de souveraineté sanitaire, et que nous sommes rentrés dans la réalité brutalement avec le retour de la guerre, le retour des virus, le retour des épidémies et l'absence de traitement de la question migratoire, alors même que les migrations sont utiles et nécessaires à condition d'être régulées, contrôlées et intégrées. Vous parlez de la lâcheté des gestionnaires, je vous suis, et de la folie des démagogues. Et vous dites, finalement, on n'en sort pas. Entre les deux, c'est bloqué. C'est bloqué parce que personne n'a décidé de dire la vérité aux gens. Moi, ce que je vous dis, je fais des conférences publiques tous les samedis ou tous les dimanches en France pour présenter ce livre. La conférence publique, elle est ouverte. Il y a des gens qui viennent de partout. Je leur dis, mais moi,
je ne suis pas en posture, je ne viens pas vous donner une vérité contre celle des autres, je vous donne des éléments pour vous faire votre propre opinion. Maintenant, on va discuter de tout ce qui vous agace. Mais la relation avec les gens, elle est extrêmement agréable. À partir du moment où vous répondez aux questions qu'ils vous posent, c'est quand même bien plus facile que de ne jamais répondre à aucune question, parce que, soi-disant, nous saurions tout à Paris et que le reste du territoire n'existerait pas. C'est ça le problème. Les politiques ne sont pas idiots. Parfois, ils sont même très lucides. Une partie d'entre eux sont relativement lâches. Et moi, je dois rendre hommage, je dois le dire, à ceux qui disent des choses, même avec lesquelles je suis en total désaccord, parce qu'ils ont le courage de leurs opinions. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour ce qu'a dit François Bayrou, j'ai beaucoup de respect pour ce que dit Bruno Retailleau. Je ne partage pas tout, mais au moins je suis content qu'il le dise. Beaucoup de respect pour Manuel Valls. Alors, c'est un ami d'enfance, donc je dois dire que je suis un peu biaisé, il faut reconnaître, mais sur la réalité, il a dit des choses à des moments où il était agonie d'injures, et d'ailleurs ça dure un peu encore, alors même qu'on peut reprendre ce qu'il disait et le revisiter aujourd'hui et se rendre compte à quel point il avait été lucide et parfois courageux. Oui. À la toute fin de ce livre, Alain Boer, La conquête de l'Ouest, la vérité sur les migrations chez Fayard, qui est déjà un best-seller, vous citez le texte du Chant des partisans. Oui. Parce que moi, je crois à la capacité de vigilance, de résilience et de résistance. C'était la chanson des résistants de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez qui ils étaient? Des gens de gauche et de droite, d'extrême gauche et d'extrême droite, des tirailleurs sénégalais, des agents maghrébins qui avaient permis la reconquête de l'Empire, des gouverneurs noirs et mulâtres qui avaient permis au général de Gaulle de retrouver une capacité à exister, à résister, y compris à ses propres alliés, qui voulaient faire de la France un petit protectorat sympathique. Oui, je trouve que le Chant des partisans, ça correspond bien à une France debout, qui se retrouve, qui intègre, qui accepte, qui prend sa diversité en tant qu'élément majeur de son existence et qui montre qu'après tout, c'est quand même les citoyens qui doivent avoir le dernier mot. Mais quand même, Alain Boer, c'est qui aujourd'hui quand il dit dans la chanson « Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ?» Tous ceux dont nous venons de parler. Qui sont les corbeaux noirs? Partout. Le corbeau de la perte de la fécondité, le corbeau de la guerre qui s'approche, le corbeau des techs qui décident qu'ils vont faire de la politique à la place des citoyens, le corbeau des algorithmes qui créent des trolls et la ragosphère, tout ce que l'État ne traite plus. Avant, l'État était notre protecteur. Le contrat que nous avons avec l'État en France, c'est qu'il nous protège. Il protège l'institution, c'est normal. Il protège les frontières, de moins en moins. Il protège la monnaie, on a oublié. Et il protège le citoyen. Je voudrais rappeler à l'État ses obligations de lutte contre les corbeaux. Il y a un chapitre dans le bouquin qui s'appelle « Une seule race humaine ». Oui. Il n'y en a pas 36 000. Oui. Hein. C'est génétique. C'est une réalité dans les têtes quand on parle de race humaine. Mais c'est pour ça qu'il faut leur expliquer. C'est pour ça que le rôle est pédagogique. Ce livre est un ouvrage pédagogique qui n'affirme rien et qui propose de tout vérifier. Tout vérifier, tout contrôler. C'est pour ça qu'il est plein de sources, de références, et que j'invite tous ceux qui vont le lire et tous ceux qui vont venir aux conférences des prochains week-ends à venir discuter, dialoguer, poser des questions, parce qu'ils ont une grande chance d'avoir des réponses. Merci Alain Boer. La conquête de l'Ouest, la vérité sur l'immigration est publiée chez Fayard. Et vous l'avez dit, c'est 500 pages. Merci beaucoup Alain Boer d'avoir été avec nous. Merci.